Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue pour notre Focus Live sur le thème de la fin de vie et des soins palliatifs. Alors, je me présente, moi c'est Floriane. Je fais partie donc de l'équipe qui porte l'émission de la plateforme de soins palliatifs au sein de Brusano. Alors, un petit point technique pour commencer. Vous avez donc un petit Q et R en bas de votre écran qui indique l'espace où vous allez pouvoir tout au long de ce webinaire poser vos questions et réponses. Nous n'y répondrons évidemment pas pendant la présentation de nos collègues, mais dans un temps dédié pour cela, donc pour la deuxième demi-heure que nous passerons ensemble. Pour le choix des langues, eh bien, pour les francophones, vous n'avez rien de particulier à faire. Vous êtes d'office sur le canal français. Mais pour les néerlandophones qui nous écoutent, il suffit de cliquer sur le petit globe interprétation et de choisir le canal Dutch. Alors, un tout petit mot pour commencer de la structure Brusano. Donc, Brusano est une ASBL bruxelloise qui est encore assez récente puisqu'elle date de 2018. Le financement est public exclusivement et je dirais qu'on a trois principales grandes missions au sein de cette ASBL. La première, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, c'est d'assurer donc ces missions de plateforme de soins palliatifs. Une deuxième mission qui correspond à la coordination et la mise en place, mais là la mise en place elle est effective, donc des 5 bassins d'aide et de soins sur Bruxelles. Et enfin une mission en général d'appui et de coordination à l'ambulatoire. Ce focus, eh bien, comme les autres focus, nous allons voir, celui-là n'est pas le seul. Son objectif, bah, c'est de contribuer au global à la lisibilité hein, de l'organisation sociale santé et donc de toute l'offre qui existe sur le terrain bruxellois. Dans son contenu, bah, donc, il y a là, cette fameuse offre qui est détaillée, les dispositifs, les services, les aides et remboursements et les démarches qui y sont associées. Et elle se trouve sous quelle forme? Et ben, ce focus, il se trouve tant sous forme de brochure d'information, donc en format papier disponible dans nos locaux, et un format évidemment en ligne, associé à un répertoire, où là on retrouve toutes les ressources spécifiques liées à ce focus. Et puis, une fois par an, nous organisons le webinaire qui a lieu donc aujourd'hui, ce qu'on appelle notre Focus Live. Alors voilà, comme je vous disais, hein, le focus lié à la fin de vie et les soins palliatifs n'est pas l'unique focus qui est produit au sein de Brusano. Là, vous avez un petit aperçu d'autres focus qui existent, comme celui de soutien à domicile pour les personnes de 60 ans et plus, le diabète, les offres, l'offre de soutien en santé mentale, les ressources pour une vie à domicile, par exemple. Alors, un petit mot du contenu de la présentation. Aujourd'hui, mais en fait, on va suivre plus ou moins le fil évidemment du focus dans sa version papier. Donc une première partie qui concerne la question de la préparation de la fin de vie, hein, de l'anticipation. Puis on rentre un peu plus dans le détail de ce que sont les soins palliatifs, dans leur définition et avec toutes les aides et démarches associées. Puis un paragraphe qui concerne plus spécifiquement l'euthanasie. Et enfin, une partie sur les aidants proches, puis pour finir, une partie toute nouvelle sur le deuil. Alors, avant donc de commencer, moi je vais laisser la parole maintenant à mon collègue Nicolas qui va donc vous présenter ce fameux focus dans le plan suivant le plan que je viens de vous décrire. Moi, je vous retrouve au moment des questions-réponses. Nous aurons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous une invitée experte qui est Céline Duhoux, qui est infirmière coordinatrice pour Aremis, qui est un service d'hospitalisation à domicile. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci Floriane pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vais maintenant vous présenter le contenu de ce focus en commençant par la partie préparer sa fin de vie. Donc, en fin de vie, tout un tas de réflexions, d'émotions, de craintes peuvent émerger dans la fin de vie d'une personne, chez la personne malade, mais aussi chez les proches. Et par exemple, la crainte que les dernières volontés ne soient pas respectées, peur de faire peser des décisions sur les proches dans un moment important
ou potentiellement recevoir des soins ou des traitements que l'on n'a pas choisis. Et donc, préparer sa fin de vie, penser plutôt à plus tard, est un processus de réflexion et de concertation qui est idéalement le fruit de réflexion entre la personne, son entourage, ainsi que les professionnels qui l'accompagnent. L'idée est de déterminer un projet de soins actuel et futur en tenant compte de nos valeurs et de nos priorités. Et c'est un processus qui se veut dynamique et continu. Pour vous donner un exemple d'outil qui permet d'engager la conversation par rapport à ces thématiques importantes, vous avez l'outil À vrai dire qui a été réalisé par la plateforme des soins palliatifs de Namur, donc Pallianam, et vous retrouverez un QR code qui permet d'avoir accès à l'outil. Pour rappel, dans le Focus, vous retrouverez tout un tas de QR codes qui vous donneront accès aux outils que nous allons aborder. Alors, pensez plutôt à plus tard. Ça se fait aussi grâce aux déclarations anticipées. Donc, elles sont au nombre de 5. Il y a la déclaration anticipée négative, donc relative au refus de soins. La déclaration anticipée relative à l'euthanasie, la déclaration relative au mode de sépulture ou au rite funéraire, celle relative au don d'organes et celle relative au don du corps à la science. L'idée, c'est pas de redétailler toutes les déclarations anticipées que vous voyez ici à l'écran. Elles se trouvent en détail dans la brochure, dans le focus. Mais à titre d'exemple, celle, par exemple, relative à l'euthanasie s'applique dans le cas où je me retrouverais dans un état d'inconscience irréversible et que je ne peux plus communiquer mes choix. C'est une déclaration qui est à remplir à l'avance, donc je rappelle que c'est une démarche anticipée, proactive et révocable. Pour cette déclaration en particulier, deux témoins sont désignés et remplissent la déclaration avec la personne qui le souhaite. Parmi les témoins, il doit y en avoir au moins un qui n'a aucun intérêt avec le décès de la personne. Et le fait de désigner une personne de confiance peut être également réalisé, mais ça reste facultatif. Donc ça, c'est à titre d'exemple par rapport à la déclaration relative à l'euthanasie. Alors ces déclarations, vous pouvez les retrouver notamment à travers différents outils, dans différents outils tels que le PSPA, donc qui est une initiative de la SBL Pallium. Et donc le PSPA, ce sont les projets de soins personnalisés et anticipés. Vous retrouvez dedans une partie avec un récit de vie de la personne, ainsi que les différentes déclarations anticipées. Une version simplifiée, résumée du PSPA a été réalisée. Donc, il s'agit du PAVS, le projet anticipé de vie et de soins, qui est une initiative de Hold My Hand. Vous avez également la brochure de Life Plan, qui est une version néerlandophone. Vous pouvez également retrouver tout un tas d'informations par rapport à la personne, ainsi que les déclarations anticipées et les projets de soins, ainsi que un lien vers le Palliative Network Omega qui reprend des outils intéressants pour pouvoir également aborder ces questions de fin de vie, et aussi une brochure qui permet d'aborder ces questions avec des personnes qui sont cognitivement fragilisées. Pour rappel, au niveau du paysage bruxellois, au niveau des soins palliatifs, donc pour les professionnels, il y a des plateformes d'appui pour les professionnels, le Forum Palliatif Zorg ainsi que Bruxano, plateforme de soins palliatifs bruxelloise. Et il y a également la FBSP, qui est donc la Fédération bruxelloise des soins palliatifs. Pour l'organisation des soins palliatifs à Bruxelles, nous avons repris ici les différentes structures et lieux qui peuvent accueillir des patients, notamment au domicile et dans les habitations collectives, les hôpitaux et différentes structures d'accueil. Par habitation collective, nous entendons donc les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques, ainsi que les hébergements pour personnes en situation de handicap. Au niveau du domicile et des habitations collectives, il y a une intervention des équipes de deuxième ligne et les équipes de liaison pédiatrique. Pour les citer, donc Continuing Care, Globulome, Interface, Interface pédiatrique, Omega, Semiramis, et une nouveauté dans le paysage bruxellois, une équipe de liaison pédiatrique, Comfort Kids, qui est rattachée à l'UZ.
Au niveau du milieu hospitalier, il existe donc des unités spécialisées en soins palliatifs. On a repris les différents hôpitaux qui possèdent une unité spécialisée en soins palliatifs et tous les hôpitaux sont munis d'équipes mobiles en soins palliatifs. On reviendra là-dessus ultérieurement. Au niveau des structures d'accueil, nous avons donc la Cité Sérine, Passage, Topaz et la Villa Indigo. Pour préciser un petit peu ici ces différentes structures, la Cité Sérine, donc, c'est du middle care, c'est une solution alternative entre le milieu hospitalier et le domicile. Il s'agit donc d'un hébergement thérapeutique, un lieu de vie et de soins curatifs ou palliatifs qui se trouve à Scarbeck. Il y a Passage, qui est une maison de naissance et de mourance qui se situe dans un habitat intergénérationnel groupé et qui se situe à Forêt. Le centre de jour Topaz, qui accueille des patients malades tous les jours ouvrables, qui se trouve à OML, et la Villa Indigo, qui est donc un centre, une maison d'accueil pour des courts séjours de répit à destination des enfants qui sont atteints de maladies, et ce qui se trouve à Evere. Pour reprendre la définition des soins palliatifs, donc définie comme telle dans la loi de 2002 et modifiée en 2016, les soins palliatifs, c'est l'ensemble des soins multidisciplinaires et de confort pour un patient qui se trouve à un stade avancé ou terminal d'une maladie grave et évolutive, mettant en péril son pronostic vital, quelle que soit l'espérance de vie, qui est en souffrance globale, et ces soins multidisciplinaires visent à améliorer la qualité de vie de la personne malade, du patient, mais également de ses aidants proches sur des dimensions diverses telles que physique, psychique, sociale, existentielle, spirituelle, et ce, où qu'il se trouve, où qu'il soit. Un outil indispensable dans l'identification d'un patient en soins palliatifs à un stade plus précoce de sa maladie est le PICT. Pour rappel, le PICT n'est pas l'échelle de référence pour les conditions d'accès aux aides et aux remboursements liés aux soins palliatifs, mais il reste un outil indispensable pour identifier un patient en soins palliatifs. Si le PICT est positif, alors l'Advanced Care Planning, l'ACP, est d'actualité. Ici, nous avons repris le PICT. Donc, on voit que c'est un outil en arborescence. On a une première question qui est ce qu'on appelle la question surprise. Seriez-vous surpris si votre patient venait à décéder dans les 6 à 12 prochains mois? Si le médecin est surpris de ce potentiel décès, le patient n'est pas identifié comme patient palliatif. Si la réponse est non, alors on peut passer à la suite de l'échelle. Et donc, on répond à des indicateurs de fragilité et d'incurabilité, et ce pour affiner le diagnostic et surtout envisager plus concrètement l'Advanced Care Planning et donc le projet de soins et de traitement. Alors, l'Advanced Care Planning, donc l'ACP, il existe un code de nomenclature pour la réalisation de cet Advanced Care Planning. Donc, c'est un code de nomenclature qui donne accès à un montant de 110 € et 29 cents, donc qui a été indexé ici en 2026, pour le médecin généraliste qui gère le dossier médical global. Ce montant inclut donc l'évaluation du niveau palliatif du patient, l'entretien et la rédaction de cet Advanced Care Planning, les discussions multidisciplinaires autour du patient et l'enregistrement et le partage des données. Concrètement, quelles sont les aides pratiques que l'on peut recevoir à domicile? Donc, le statut palliatif, donc il y a un formulaire à remplir par le médecin généraliste, donc c'est l'annexe 1 que vous retrouverez également dans le focus, qui est envoyé au médecin conseil et qui permet l'ouverture de droits pour la personne qui bénéficie de ce statut, et qui ouvre donc des aides qualitatives et financières. On n'a pas repris ici dans le détail toutes les conditions d'accès que vous retrouverez dans le focus, mais si ces conditions d'accès sont remplies, la personne se voit octroyer donc un forfait, une allocation de 850 € et 51 cents, indexée au 1er janvier 2026, et cette allocation est renouvelable une fois. Le statut palliatif
permet également d'avoir accès à la suppression du ticket modérateur pour les visites du médecin, pour les soins infirmiers, ainsi que pour l'accompagnement en kinésithérapie. À savoir qu'un code de nomenclature existe, deux codes de nomenclature, pardon, existent pour les kinésithérapeutes si deux séances sont nécessaires dans la même journée. Le patient peut également bénéficier de remboursement au niveau de l'oxygénothérapie. Comme je l'ai présenté tout à l'heure, d'autres structures d'accueil alternatives au domicile existent, des centres de jour, du middle care, des structures de répit et d'autres hébergements. Pour rappel, chaque structure fonctionne selon ses propres règles et a donc ses propres conditions d'admission. Tout à l'heure, j'ai évoqué les habitations collectives. Donc, pour rappel, ce sont les maisons de repos et de soins, les maisons de soins psychiatriques et les hébergements pour personnes en situation de handicap. Le processus reste le même. Le médecin généraliste envoie un formulaire au médecin conseil de la mutuelle et on a listé ici les aides et remboursements, donc également une suppression du ticket modérateur pour le médecin généraliste, pour la visite du médecin généraliste, l'accès à l'oxygénothérapie et ici on voit la kinésithérapie. Il n'y a pas de remboursement spécifique, ça dépend du type d'habitation. Donc tout ça, vous retrouverez dans le focus. Mais donc, il y a donc certaines institutions où ces soins sont compris dans le prix journalier. J'en ai parlé également tout à l'heure. Les équipes de deuxième ligne, donc pour les reciter, Continuing Care, Interface, Omega et Semiramis, sont composées, donc ce sont des équipes multidisciplinaires composées de médecins, infirmiers, infirmières, psychologues pour certaines équipes et assistants sociaux. Leur rôle est d'évaluer la situation du patient, d'assurer la coordination des soins et un accompagnement pour les soignants déjà présents auprès du patient. Donc, ce sont des équipes qui ne se substituent pas aux équipes déjà en place, mais qui viennent accompagner les patients ainsi que les proches et qui peuvent également assurer le suivi du deuil. Ces équipes peuvent faire appel aux psychologues de Brusano. Donc, à la plateforme des soins palliatifs, nous sommes quatre psychologues qui pouvons également assurer le suivi psychologique des patients et également des proches. Je les ai évoqués tout à l'heure. Donc, il existe des unités spécialisées en soins palliatifs à Bruxelles qui sont également composées d'une équipe multidisciplinaire et il y a environ une soixantaine de lits disponibles à Bruxelles. Pour les hôpitaux qui n'ont pas d'USP, il existe des équipes mobiles hospitalières de soins, donc qui sont également composées d'une équipe multidisciplinaire dont le rôle est transversal et de seconde ligne. Ces équipes sont sollicitées par le médecin de salle, proposent des évaluations et des propositions spécialisées concernant notamment la gestion de symptômes réfractaires, des questions éthiques. Elles ont également un rôle de formation et ont comme mission de développer la culture palliative au sein de leurs institutions. Alors, on l'a évoqué également tout à l'heure, en parallèle du focus, vous retrouverez un répertoire avec tous les services spécialisés en matière de soins palliatifs présents sur la région bruxelloise. Ce fichier, vous le retrouverez en PDF sur le site internet de Bruxano et vous le recevrez ainsi que le focus toutes et tous par mail à l'issue de ce webinaire. Vous retrouverez dans ce répertoire toutes les organisations sur le paysage bruxellois, les adresses, leur numéro de téléphone, ainsi que des adresses mail de contact. Alors nous passons à présent à la thématique de l'euthanasie. Donc pour rappel, c'est un acte pratiqué par un tiers, toujours un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci et ce, promulgué dans la loi de 2002. Il existe deux possibilités. J'ai un petit peu évoqué la première possibilité tout à l'heure, donc la possibilité d'une déclaration anticipée relative à l'euthanasie, qui s'applique dans le cas où la personne est inconsciente de façon irréversible selon l'état actuel de la science et qui ne peut plus réaliser la demande. Le deuxième cas, c'est donc la demande d'euthanasie actuelle, et c'est un cas qui s'applique si la personne est consciente et remplit les conditions de la loi que nous allons parcourir.
Si la demande est donc actuelle, donc les critères, c'est que la personne soit majeure, il y a des conditions supplémentaires pour les mineurs. La personne doit souffrir d'une affection grave et incurable. Elle doit être capable et consciente au moment de la demande. La personne doit être en souffrance physique et ou psychologique, une souffrance qui est inapaisable, insupportable et constante. La demande est volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure. Elle se fait de manière écrite et est ajoutée au dossier médical du patient. Le rôle du médecin par rapport à la demande d'euthanasie, c'est d'informer le patient de son état de santé ainsi que de son espérance de vie, d'informer de toutes les possibilités de soins, dont les soins palliatifs. Il doit s'assurer de la persistance de la demande, donc le caractère répété de cette demande, informer l'équipe soignante ainsi que les proches désignés. Dans le cas des euthanasies, un deuxième avis médical est demandé pour s'assurer de l'incurabilité et de la souffrance. Il existe deux cas de figure différents. Dans un premier cas, c'est l'avis d'un autre médecin spécialiste de la pathologie, et dans des cas bien spécifiques, deux médecins doivent être consultés. Une nouveauté par rapport à l'euthanasie, donc il existe des honoraires donc qui s'élèvent à un montant de 180 euros et 24 cents pour les médecins qui pratiquent l'euthanasie. Donc cette prestation couvre le coût du matériel, à l'exception des médicaments, et la condition c'est que le médecin pratique l'euthanasie, réalise la constatation du décès et établisse l'acte de décès. Pour rappel, il existe déjà des honoraires pour avis médical dans le cadre d'une demande d'euthanasie. Donc c'est une indemnité qui est versée via le consortium LAIF, et donc seuls les médecins qui sont agréés à ce consortium ont droit à l'indemnité. Pour plus d'informations par rapport à cet honoraire pour avis médical, je vous renvoie vers le site de LAIF EOL. Alors pour les aidants proches, une reconnaissance officielle du statut d'aidant proche est possible. Donc il est possible d'avoir un congé aidant proche ou également des aides sous forme de congé thématique ou créditant avec motif, donc interruption de carrière liée au statut d'aidant proche ou interruption de carrière liée aux soins apportés à un proche atteint d'une maladie grave et ou en soins palliatifs. Vous retrouverez à nouveau toutes les informations complètes dans le focus, mais nous vous renvoyons également vers les fiches informatives de l'ONEM à ce sujet. Outre les congés aidants proches et congés thématiques, il existe d'autres types d'aides et de soutien pour les aidants proches sous diverses formes, par exemple des groupes de soutien, des activités, ainsi que des temps de répit qui sont permis par des professionnels relais ou des institutions et également un soutien à retrouver auprès des équipes médico-psychosociales qui suivent la personne malade et qui peuvent aussi donc soutenir les proches. On parle des équipes de première ligne à domicile, les services hospitaliers, ainsi que les équipes de deuxième ligne. Pour rappel, ces équipes peuvent faire appel aux psychologues de Brusano pour l'accompagnement psychologique des patients ainsi que de leurs proches. Alors, nous avons remis ici des ressources spécifiques, notamment aidantproche.brussels, réseausam.be, docaidant.be et jeuneaidantproche.be. La toute nouvelle thématique de ce focus, c'est donc la mort et le deuil. La mort et le deuil, c'est une expérience singulière, unique, qui nécessite une approche globale et bienveillante pour la personne malade qui vit parfois des deuils avant son décès, ainsi que ses proches. Mais aussi les professionnels qui entourent des situations de fin de vie et qui vivent le décès de leurs patients presque au quotidien. Donc, le rôle des professionnels, c'est évidemment d'accompagner les proches, la personne malade, mais aussi les autres professionnels, de répondre au mieux à leurs besoins concernant ces situations émotionnelles intenses. Le soutien pour les proches, donc on en a parlé, ce sont les équipes soignantes du social santé de manière générale qui accompagnent les patients et les proches tout au long de la maladie. Ce sont également les équipes de soins palliatifs spécialisées.
Il y a des professionnels au sein des différentes institutions et hôpitaux qui sont également à même de répondre à l'accompagnement et au soutien des proches endeuillés. Et évidemment, l'entourage de ces personnes est aussi également très importante. Ici, on ne va pas redétailler toutes les démarches essentielles qui sont réalisées au moment du décès, mais donc nous avons repris ici le rôle des différents intervenants à ce moment-là, donc du médecin, de la commune, des pompes funèbres, de la notaire, et, ainsi que des mutuelles et des assurances. Après le décès, donc accompagner ce processus de deuil. Donc pour les proches, on se rend compte qu'il y a souvent de nombreuses démarches administratives. Il y a une certaine lourdeur administrative qu'il est nécessaire de prendre en compte, qui laisse parfois peu place à l'expression émotionnelle. Il peut aussi y avoir un sentiment de vide à la suite de la perte d'un être cher, évidemment de par le deuil de cette personne, mais également parce que pendant toute la maladie, tout un tas de professionnels se sont occupés de la personne et étaient présents à ce moment-là. Et puis, une fois que la personne est partie, il y a un petit peu moins de présence autour des proches. Et donc, nous rappelons l'importance de soutenir ces personnes grâce à des groupes de parole et des accompagnements psychologiques. Il y a des groupes de parole organisés dans la région bruxelloise en fonction du lieu où vous vous trouvez. Et pour les professionnels qui, on le rappelle, sont également concernés par le deuil et qui ont besoin évidemment de soutien, il existe différents types de soutien, à savoir des intervisions au sein même des équipes qui rencontrent des situations de fin de vie, mais également des supervisions, notamment réalisées avec des psychologues. Des espaces d'échange doivent être proposés aux professionnels, des groupes de parole. Et nous rappelons hein, également que se former par rapport à ces questions et cette thématique de la fin de vie, de la mort et du deuil est important pour les différentes équipes, pour les différents professionnels. Et donc l'objectif de tout ça est évidemment de rappeler que l'accompagnement est global, respectueux et soutenant par rapport à toutes les personnes qui accompagnent une personne malade. Pour conclure, donc vous retrouverez tout un tas d'outils sur le site de Brusano, notamment donc le focus que nous vous présentons ici maintenant, qui est disponible en PDF sur le site de Brusano, ainsi que le répertoire des ressources, le Kairos qui va bientôt paraître sous une nouvelle forme, et nous vous rappelons l'existence des lignes d'appel du helpdesk en fonction des différents bassins dans lesquels vous vous trouvez. Si vous avez un retour à faire, un ajout, un commentaire par rapport à ce focus, n'hésitez pas évidemment à nous l'envoyer sur l'adresse que vous retrouvez ci-dessous, helpdesk@brussano en Bruxelles. Et je vais maintenant céder la parole à mes collègues pour la présentation des vignettes cliniques. Alors Céline, si tu veux bien, je te laisse te présenter un peu plus longuement que lors de mon introduction et puis donc présenter effectivement une vignette clinique en lien avec ton activité professionnelle. Ouais, merci. Voilà, moi c'est Céline Duhoux. Je suis infirmière coordinatrice chez Aremis. Alors, pour ceux qui connaissent pas Aremis, ben, on est une ASBL. On fait des soins infirmiers à domicile et on est spécialisé en HAD, donc en hospitalisation à domicile pour tout ce qui est soins complexes et en soins palliatifs, aussi bien adultes que enfants. Alors, je vais vous présenter donc une petite vignette. Justement, je me suis dit que c'était l'occasion de présenter une situation pédiatrique, donc la fin de vie d'un enfant à domicile. Alors ici, on parle d'une petite fille de 8 ans qui a qui avait pour le coup un gliome diffus infiltrant du tronc cérébral. Donc une pathologie pas très fréquente et difficile à soigner et à cerner.
Alors quand elle arrive enfin quand on fait la demande pour le suivi à domicile, il y a déjà eu évidemment beaucoup de traitements qui ont été essayés, beaucoup d'années écoulées avec la maladie. Euh, mais quand Globulome, donc qui est la seconde ligne palliative de l'UDERF, nous appelle, en fait, ben, les parents n'ont pas encore accepté cette situation palliative. Ils sont encore très forts dans le curatif. Ils ont encore envie d'essayer des chimios. Ils sont d'ailleurs en pleine démarche pour avoir une chimio qui se fait encore en France, mais qui n'est pas remboursée en Belgique. Donc il y a tout ce contexte un peu financier aussi, d'avoir des chimios qui coûtent cher, qui ne sont pas remboursées en Belgique. Euh, donc voilà. Donc nous on arrive dans ce contexte-là, et donc en fait comme ils n'ont pas encore accepté le palliatif, la situation palliative donc à la mutuelle qu'on connaît nous en soins à domicile n'est pas mise en place. Donc on commence quand même à faire le suivi et les soins parce que ben, c'est important de déjà démarrer le suivi pour la famille. Et alors pour nous aussi c'est important parce que bah, à partir du moment où une situation se dégrade, si on arrive juste à ce moment-là, la relation est compliquée, la confiance n'est pas installée. Donc c'est vrai que nous on est toujours demandeurs de pouvoir commencer à l'avance et de pouvoir même aller chez les familles sans faire forcément de soins au départ parce que ça nous permet d'installer cette relation de confiance pour justement le moment où la situation va se dégrader et où on aura plus d'impact au niveau de la famille. Donc pendant 2, 3 mois, on fait pas grand-chose. Les parents prennent beaucoup en charge eux-mêmes parce que c'est leur souhait de faire la toilette de leur enfant, de gérer les médicaments et d'avoir encore cette gestion complète de leur enfant. Au fur et à mesure, bah, elle se dégrade un petit peu, on prend un peu plus de place dans les soins, ils prennent un petit peu de recul par rapport aux soins, ils prennent un peu plus leur rôle de parents dans la situation de fin de vie. Euh, et puis il y a les discussions ben, justement de palliatifs qui reviennent en avant, un ACP qui est discuté, qui est mis en place. Voilà, donc il y a une acceptation qui se met un peu mieux à un moment. On fait un peu plus les soins aussi. Et puis en fait, la situation finale va assez vite. Je pense dans mon souvenir, en 15 jours, elle s'est dégradée et elle est décédée. Euh, et j'ai envie de dire que c'était en fait du coup assez serein quand même si les parents s'accrochaient quand même toujours très fort et avaient très difficile à la laisser partir et à la voir commencer à somnoler, à la voir ne plus répondre. Voilà, donc ça, ils avaient très très difficile. Mais c'est vrai qu'avec Globulome, enfin c'est vrai qu'on se connaît bien avec Globulome, on travaille beaucoup ensemble et donc on a une collaboration qui se fait bien. Et donc dans cette situation-ci, on s'est bien complété pour les parents. Et voilà, je pense que ça leur a permis d'avancer quand même vers cette fin de vie, de pouvoir mettre en place la pompe avec la morphine et les autres médicaments, de pouvoir, voilà. Donc on n'a pas eu de difficulté par ailleurs à mettre tout en place pour que la fin de vie de cette petite fille se fasse convenablement, sans douleur et sans effet secondaire à la maladie euh, trop important et trop flagrant. Euh, donc voilà, et le dernier jour de la petite, ben, en fait, entre Globulome et nous, on a un peu passé à des moments différents, mais donc c'est vrai que sur ces 24 heures-là, il y a eu une présence très très constante au domicile, entre la seconde ligne et la première ligne. Et voilà, je pense que ça a été très très bénéfique. Alors en termes de retour par rapport à notre équipe de première ligne, ben, c'est très gai d'être soutenu par la seconde ligne palliative. C'est très gai de travailler ensemble dans des situations qui sont quand même pas faciles. Et, euh, et voilà. Et donc le retour était quand même positif par rapport à cette situation, même jusqu'au dernier jour. Voilà, Floriane.
Merci Céline. Merci pour cette présentation et cette situation qui effectivement dans laquelle il y a déjà pas mal d'éléments. Pas mal d'éléments. Tu as évoqué la question de l'anticipation, l'importance d'arriver le plus tôt possible dans les situations pour créer ne serait-ce que ce lien de confiance avant une éventuelle dégradation. Tu as parlé de la question de la collaboration entre équipes spécialisées et équipes de première ligne. Donc c'est vraiment très chouette et très intéressant et un bon exemple. Mais moi, je me suis aussi prêtée au jeu, entre guillemets, de la vignette clinique. Alors, pas en tant que clinicienne, mais donc en tant qu'équipe de la plateforme, on est amené donc à vous rencontrer, vous, professionnels du social santé. On se déplace assez régulièrement, notamment en maison de repos et de soins. Donc, c'est l'exemple que je vais vous présenter aujourd'hui. Et moi, j'ai choisi de vous parler de la situation d'une euthanasie, donc qui a eu lieu dans une maison de repos. Et en fait, on a été interpellé par la direction de cette équipe et de cette maison de repos pour demander de l'aide et du soutien pour l'équipe. Donc, ce qui s'est passé, c'est il s'agissait d'une petite dame qui était dans la résidence depuis déjà quelques années et pour qui l'équipe a appris quelques jours avant, comme ça arrive malheureusement encore régulièrement, l'euthanasie de la résidente. Et ça a été vécu en tout cas de manière vraiment violente par les équipes parce que ils l'ont su après le passage de la référente en soins palliatifs dans la chambre de la résidente. D'ailleurs, référente en soins palliatifs qui n'était pas vraiment identifiée par l'équipe. Dans son rôle. Donc, c'était une kiné hein, qui avait cette casquette de référente des soins palliatifs et qui, voilà, visiblement, n'était pas connue comme étant cette référente par l'équipe. Euh, mais ce que eux en ont tiré comme conclusion, c'est bah tiens, elle est passée dans la chambre et elle ressort et on nous dit que quelques jours plus tard qu'il y a une euthanasie. Alors évidemment, en plus avec un délai aussi court, bah voilà, beaucoup de questions en très peu de temps. Qui va être là, qui va être présent, qui accepte d'être là pour les soins avant. Voilà, donc tout ça évidemment a beaucoup remué les équipes. La question, bah évidemment de quel rôle a joué cette référente. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça aille si vite? Pourquoi on prend une décision d'une manière aussi brutale? C'est quand même étonnant. Et puis d'un coup, tout le monde qui se mobilise autour de cette personne parce qu'il y a l'euthanasie. Et donc le sentiment pour les équipes que peut-être il y a des choses qui n'avaient pas été mises en place avant et qu'on s'était peut-être peu préoccupé de cette résidente finalement, ou qu'on avait peu consulté l'équipe sur ce qu'ils pensaient de cette résidente et de sa vie et de son confort au global, c'est la qualité de vie dans la résidence. Voilà, donc beaucoup d'incompréhension, de frustration, de questions de légitimité, la place de chacun et de méconnaissance même du processus. Donc, ce qu'on a fait alors, nous, en tant qu'équipe de plateforme, c'est que mes collègues, donc psychologues, cliniciens, se sont déplacés pour un premier groupe de parole. Il s'est avéré qu'en plus, lors de ce groupe de parole, l'équipe avait été informée qu'une autre euthanasie avait lieu quelque temps plus tard dans la structure. Donc, c'était une bonne chose finalement d'organiser ce groupe de parole. Alors, non seulement pour débriefer de cette situation d'euthanasie passée, hein, puisque l'euthanasie de l'autre résidente avait eu lieu, mais aussi en préparation de la future euthanasie. Et donc, il y a eu un premier groupe de parole, et puis il y en a eu un deuxième qui a été donné cette fois après que la deuxième euthanasie ait eu lieu. Donc, ce que mes collègues ont constaté à ce moment-là, c'est que ça a permis quand même d'apaiser notamment le vécu pour la deuxième euthanasie, le fait d'avoir cet espace de parole ouvert et de s'y sentir un peu plus préparé et de communiquer sur vraiment cet acte d'euthanasie à venir. Mais ce qui avait été aussi proposé au démarrage, c'était non seulement de proposer un groupe de parole, mais de proposer aussi une séance d'information sur le contexte de l'euthanasie, la loi, le processus. Alors ça n'a pas encore été fait, même si mes collègues ont pu me rapporter que des éléments évidemment du cadre réglementaire ont été amenés pendant les groupes de parole parce que voilà, même si c'est pas l'objectif premier, ça reste parfois important pour comprendre, pour que les équipes puissent comprendre certaines choses. Donc voilà, il y a eu des éléments abordés, mais là, l'essentiel, la priorité, c'était vraiment de prendre soin de cette équipe et d'avoir cet espace où déposer tout l'aspect émotionnel.
Et donc, ce qui est envisagé, c'est éventuellement dans un second temps, avec un peu de distance, passer ces groupes de parole, de pouvoir proposer ce que nous on appelle des brus-infos, donc plus une séance d'information alors sur vraiment l'euthanasie, rentrer dans le détail, encore une fois, de la loi, du cadre, de la manière dont ça se passe, pour que à l'avenir les équipes aient ces informations aussi en leur possession et puissent avoir une meilleure compréhension encore du processus. Donc voilà, ça vous donne un exemple d'une autre situation en lien avec la fin de vie, et puis du coup un peu différente en termes de contexte que celle de Céline, et puis des possibilités de notre côté de soutien auprès des équipes. Merci Céline et merci Floriane pour la présentation de sa vignette clinique. On va maintenant passer à la partie questions-réponses. Et on a ici une première question qui est la suivante. Si un médecin traitant ne met pas le statut palliatif, le patient peut-il bénéficier quand même d'un accompagnement d'une équipe de deuxième ligne? Alors, je pense qu'il n'y a pas de règle par rapport à ça. Nous, on a déjà eu des équipes de seconde ligne sans statut palliatif mis en place par le médecin traitant. Pour la simple et bonne raison, c'est que parfois le médecin traitant a besoin d'être aidé par la seconde ligne pour les démarches à mettre en place. Et parfois, il a besoin d'aide aussi pour comprendre pourquoi est-ce que cette situation peut être palliative. Alors, je dis pas que c'est quelque chose de légal, ce que je dis. Je dis juste que on l'a déjà pratiqué, on l'a déjà fait tel quel pour des patients. Euh, et euh, ça s'est bien passé dans le sens où le médecin avait vraiment besoin de ce détail de départ qui lui permette de dire, ah oui, en fait, la définition, c'est ça. Euh, Mon patient n'est pas obligé d'être mort dans 2 mois. Je ne dois pas imaginer ça. Ça peut être plus long. Donc, en fait, il y avait un peu de méconnaissance par rapport au statut palliatif. Et donc, en fait, nous, en voyant notre patience dégradée, en voyant qu'en fait, il n'y avait plus euh, euh, de traitement curatif vraiment mis en place, on a nous-mêmes appelé la seconde ligne palliative en disant bon ben voilà qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour cette situation, parce qu'en fait eux sont plus à même d'appeler le médecin si c'est une situation oncologique, d'appeler l'oncologue, de dire ben où est-ce que vous en êtes en fait, euh, la situation est un peu en suspens là, où est-ce que vous en êtes réellement, et donc voilà, et donc de réactiver un peu les réseaux. Voilà, eux ont cette capacité plus que nous en tant que première ligne d'aller rechercher tous ces intervenants. Voilà. Oui, tout à fait. Pour te compléter, Céline, hein, nous, dans les situations qui nous sont aussi rapportées, c'est qu'il ne faut pas hésiter pour autant à faire appel à la deuxième ligne. Alors, c'est vrai que la collaboration, l'accord du médecin traitant est très important, mais parfois, ce qui fait vraiment résistance, c'est ce fameux papier à compléter et cette fameuse, Nicolas en a parlé dans sa présentation, cette ambivalence entre la nécessité d'anticiper et puis ce fameux formulaire, cette annexe qui reprend l'espérance de vie de moins de 3 mois et qui fait assez peur en termes d'engagement aussi du côté des médecins. Donc parfois, c'est simplement un échange, une discussion avec ces équipes spécialisées qui va permettre de passer ces appréhensions et ces difficultés pour effectivement mettre en place le statut. C'est sûr que c'est toujours mieux quand c'est fait avant, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, ça doit très certainement pas freiner l'appel à une équipe spécialisée et le démarrage, en tout cas, des soins palliatifs, ça c'est clair. Et je dirais même que j'ai même eu des familles qui appelaient. Alors, ils confondent souvent Arémis et Sémiramis, qui est la seconde ligne, parce qu'on a un nom assez proche. Mais il y a même des familles qui nous appellent en disant, voilà, à l'hôpital, ils ont parlé de soins palliatifs, j'ai pas de médecin traitant, comment est-ce qu'on peut faire? Et donc voilà, et donc nous de leur expliquer, de leur dire d'appeler la seconde ligne même, et puis c'est la seconde ligne qui met la suite en place aussi.
Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Nous avons une nouvelle question qui est la suivante. En général, trouve-t-on de la place facilement dans ces structures de première et de deuxième ligne, ou est-ce difficile comme dans l'ambulatoire actuellement? Structure, alors les premières lignes, c'est tout infirmier à domicile, indépendant ou dans ou salarié, a la possibilité de faire des soins palliatifs, des soins des infirmiers de première ligne palliatifs. Après, il y en a qui vont pas souhaiter en faire parce qu'ils n'ont pas la formation pour. C'est sûr que quand on fait un suivi palliatif, il faut quand même aussi pouvoir être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire qu'il faut une garde à plat de la nuit, parce qu'un patient en fin de vie ne décide pas des moments où il y a une dégradation de son état général ou même une dégradation au niveau psychologique et où il a besoin d'aide à ce moment-là. Donc, que ce soit la première ligne ou la seconde ligne, il y a des gardes de nuit. Donc ça, c'est vrai que ça reste un critère quand même pour une équipe de première ligne. Maintenant, si on parle de difficultés dans l'ambulatoire, oui, c'est peut-être difficile de trouver des infirmiers de première ligne, mais je pense qu'il y a quand même toujours moyen de trouver des infirmiers de première ligne. Et pour les infirmiers, pour l'équipe de deuxième ligne, euh, ben, je ne sais pas, mais a priori, nous, on a toujours eu, quand nous, on fait la demande d'une seconde ligne, on a toujours eu. Après, si à ce moment-là, ils n'ont pas de place dans une première ligne, ben, on fait appel à une autre première ligne qui, sans doute, deuxième ligne, pardon, a peut-être plus de place à ce moment-là. Enfin, en tout cas, on a toujours eu un suivi de seconde ligne possible avec l'une ou avec l'autre. Oui, j'allais dire, hein, pour renforcer ta réponse, Céline, en tout cas pour ce qui concerne la deuxième ligne, nous, on collabore avec eux puisque dans le cadre du suivi psychologique, ils interpellent mes collègues psychologues. On n'a jamais eu d'écho, en tout cas, comme quoi ils ne pouvaient pas assumer un nouvel accompagnement, même si effectivement, ils ont des effectifs limités, un nombre d'accompagnements qui ne peut pas déborder, mais ils sont déjà plusieurs sur Bruxelles, donc ça permet effectivement, comme tu dis, éventuellement de réorienter vers une autre équipe si vraiment à ce moment-là ils étaient saturés ou en difficulté. Mais en général, le nécessaire est fait pour qu'il y ait une réponse à toute demande d'accompagnement. Et puis pour les premières lignes, bah, tu l'as évoqué, hein, il y a quand même moyen de trouver des ressources parmi le personnel soignant, tout ce qui est équipe soignante. Après, peut-être là où il y a une difficulté qui peut venir s'ajouter, c'est quand il y a des besoins autres d'aide type garde malade, auxiliaire de vie, enfin et aide ménagère ou autre, où là parfois on est soumis à des délais au niveau des services communaux par exemple. Mais voilà, globalement, de la même manière, il y a plusieurs structures qui sont présentes sur Bruxelles. Il y a plusieurs, par exemple, coordinations d'aide et de soins. Et là, je vous renvoie vraiment à tout ce qui est focus en lien avec les ressources du domicile, où là, vous trouvez vraiment quand même beaucoup de coordonnées de prestataires qui peuvent intervenir en complément des équipes de soins. Donc, très honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit l'obstacle, en tout cas au niveau des situations palliatives, la mise en place et de trouver les ressources, en tout cas nécessaires pour intervenir. Oui, merci. En parlant de ressources, on nous pose une question par rapport aux ressources existantes pour les aidants, et notamment plus précisément dans la vignette de Céline, pardon, y avait-il des aides, des ressources mises en place pour les parents? Alors, est-ce qu'il y avait eu des aides mises en place pour les parents? Alors, euh, il n'y avait pas eu d'aide spécifique qui avait été mise en place dans cette situation-ci. Deux parents très présents. Souvent, l'un travaillait, l'autre était à la maison. Donc, ils ont certainement en effet dû utiliser les congés aidants proches. Et je sais que pendant tout un temps, la maman a aussi été mise en congé maladie pour pouvoir rester auprès de son enfant. Et donc, il y a toujours eu quelqu'un à côté de la petite.
Mais par rapport à des aides, je dirais, aide familiale et tout ça qu'on pourrait mettre en place justement chez les adultes, ça, il n'y a pas eu besoin, manifestement. Mais c'est vrai qu'avec des patients, d'autres patients, on va plus facilement demander des aides familiales justement pour compléter les heures des passages des infirmiers parce que voilà, sur certaines situations palliatives, on va passer 3 fois par jour, 1 heure ou 1 heure et demie, mais parfois ils ont besoin de plus de présence quand même. Euh, À ce moment-là, on essaye de combiner avec justement une aide familiale euh, qui va pouvoir rester 2, 3 heures d'affilée. Et nous, on essaye de ne pas venir en même temps que l'aide familiale, évidemment, pour essayer d'avoir une présence plus continue au niveau du patient en tant que tel. Je pense à une de nos patientes dont c'est sa fille qui est son aidante, mais elle travaille encore et donc, en fait, cette dame est toute seule toute la journée. Donc, oui, là, on a mis des aides supplémentaires en place. Alors, c'est sûr que ces aides-là, il faut quand même pouvoir les payer aussi parce que le forfait palliatif ne paye pas tout, mais permet, enfin, c'est quand même une première aide financière, mais c'est sûr que les aides complémentaires, il faut quand même les payer. Et pour te compléter également, Céline, par rapport aux aides aux parents, alors évidemment, tout dépend du besoin aussi, hein. Tu le dis très bien, parfois c'est la nécessité d'avoir des relais, par exemple, à domicile pour effectuer certains soins ou certaines tâches. Donc là, tu l'as dit, hein, par exemple, la présence d'aide familiale. Parfois, c'est des moments de répit. Donc il existe des structures pour ça. Donc par exemple, la Villa Indigo, Nicolas évoquait les structures résidentielles proposent tant de l'accueil de jour que parfois des séjours pour permettre vraiment à l'enfant d'être pris en charge dans une structure et aux parents de souffler sur un temps évidemment limité. Mais voilà, parfois ça permet une soupape. Bon, là, dans la situation que tu décris, ça a été quand même visiblement assez vite et les parents tenaient à rester présents. Et donc c'est évidemment à respecter aussi. Donc c'est pour ça que je dis ça dépend vraiment beaucoup des besoins. Parfois, le besoin, il est un besoin d'écoute, de présence et de soutien psychologique, ce qui est parfois tout à fait par les équipes, comme la remise de première ligne, par les équipes de seconde ligne. Et puis parfois, bah, il y a des suivis qui sont nécessaires en plus à l'extérieur. Mes collègues, voilà, pourraient en témoigner en tant que psychologues. Ils sont parfois appelés en complément de ces équipes du domicile, justement pour apporter un soutien plus particulier à un parent euh, dans le cadre de la maladie de leur enfant. Ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi orienté vers l'extérieur, hein, vers par exemple des psychologues de première ligne, pour des parents qui ont besoin d'un peu plus de support au niveau psychologique. Donc oui, il y a des aides qui existent. Effectivement, après, encore une fois, tout dépend de quel est le besoin. Il y a aussi des structures comme me vient en tête la Casa Clara, qui propose des activités pour les familles, même pour les fratries d'enfants malades, parfois des journées de répit où des parents peuvent se rencontrer, pouvoir échanger aussi par rapport à leur vécu. Donc ça, ce sont des ressources précieuses et il y en a d'autres que vous pourrez retrouver notamment dans le focus et avec des coordonnées et un répertoire. Oui, mais je vais Je sais qu'en compléter. termes, Ah, pardon, vas-y. juste un complément par rapport à ma vignette. Euh, en fait, c'est vrai qu'à l'UDERF et avec Globulome, donc il y a en effet des psychologues qui sont associés au service palliatif. Et donc là, il y avait beaucoup de rendez-vous prévus et la psychologue s'est déplacée à domicile, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour les parents, que ce soit pour la fratrie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien mis en place à l'UDERF de manière générale. Euh, je sais aussi qu'il y avait les cliniques clowns qui étaient venus. Donc, il y a comme ça des démarches qui sont d'emblée organisées par l'hôpital des enfants. Donc, euh, donc voilà, donc dans cette situation-ci, ça avait été quand même mis en place. Mais est-ce qu'on appelle ça des ressources d'aide? Oui, certainement aussi, mais je sais pas pensé. Oui, et par rapport au soutien psychologique, bah, personnellement, j'ai eu l'occasion d'intervenir sur une situation pédiatrique aussi il y a quelque temps avec ma collègue de la plateforme qui accompagnait la petite fille malade et moi j'accompagnais son petit frère.
Par conséquent, on est amené à également à accompagner les parents dans des moments formels et informels. On était fort présent également pour eux. Ce petit garçon que j'ai suivi à l'époque, Florian, tu faisais le pont avec les psychologues aussi de première ligne. Donc j'ai l'occasion de continuer à l'accompagner actuellement, plus dans mes missions liées à Brusano, mais en tant que psychologue de première ligne aussi. Et je sais que ses parents avaient participé à des groupes de parole pour parents endeuillés également à la suite du décès de leur petite fille. On a une question par rapport à la présentation de Floriane. Tu as évoqué une kinésithérapeute qui était référente en soins palliatifs et qui semblait être peu connue par l'équipe de la maison de repos. Finalement, quel est le rôle de ce référent? Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser. La réponse n'est pas des plus précises. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un cadre qui est assez limité, enfin qui donne peu d'éléments justement sur ce que vraiment doit faire ce fameux référent des soins palliatifs en maison de repos, maison de repos et de soins en dehors du fait qu'il doit être formé un minimum évidemment sur ces questions-là. Nous, on prend par contre ce rôle à cœur justement d'essayer avec ces référents, non seulement de les accompagner dans leur mission et puis de leur donner des outils, mais je dirais, si on devait résumer quel est leur rôle, c'est vraiment de diffuser la culture palliative au sein de l'institution. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire diffuser la culture palliative au sein de l'institution? Eh bien, c'est d'être finalement garant qu'au sein de la structure, il y ait une politique en termes de soins palliatifs. À savoir que quand un patient, un résident, une résidente, un habitant, une habitante a besoin de soins palliatifs, qu'il soit bien mis en place, qu'il y ait une collaboration qui soit faite avec les équipes de deuxième ligne, qu'au sein de la résidence, il y ait peut-être régulièrement, par exemple, des formations ou des séances d'information qui soient données au personnel pour que le personnel sache ce que ça implique un accompagnement en soins palliatifs. Donc voilà, c'est aussi de développer vraiment toute cette culture au sein de l'institution. Alors évidemment, sur une personne, quand ça repose sur une personne, c'est pas évident parce que cette personne a évidemment d'autres fonctions dans la structure, hein. Parfois, c'est l'exemple que j'ai donné, c'est une kiné, donc des paramédicaux. Parfois, ce sont des infichefs, donc qui ont d'autres casquettes aussi. Mais donc l'important, c'est qu'en tout cas, il y ait vraiment, on s'assure qu'il y ait cette culture. Et donc nous, on encourage évidemment ce référent, puisqu'il n'y en a qu'un qui est repris dans les obligations vis-à-vis d'Iriscare, mais que vraiment, il trouve d'autres personnes, entre guillemets, alliées dans la structure pour s'attarder sur ces questions-là et prendre le temps. Alors ça peut être par exemple aussi de développer toute une documentation autour des soins palliatifs, de travailler par exemple sur ce qu'on appelle la déclaration d'intention, qui est un document qui doit exister dans chaque résidence, qui décrit ce que la résidence propose quand un patient est en soins palliatifs. Voilà, ce sont des missions de cet ordre-là. Merci Floriane. Je reprends directement le crachoir parce que je vois qu'on arrive à la toute fin de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé leurs questions et évidemment, merci beaucoup aux deux intervenantes du jour dont l'intervention était vraiment précieuse. Euh, voilà, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation et à bientôt.